Alors, je vous présente Cyprien Boganda, je vous demande de l'applaudir, merci. Journaliste à l'Humanité. Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est un spécialiste de la haute finance. Il vient d'écrire L'Empire du cash ou comment les fonds d'investissement rachètent le monde aux éditions de l'Atelier. Alors, d'abord, première chose, moi qui suis un peu écrivain aussi, j'ai dévoré ce livre, Cyprien, je te l'ai dit. Je suis rentré dedans comme... Enfin bref, c'est assez fascinant. Et alors, accessoirement... Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se calmer? Merci. Et accessoirement, moi qui pense connaître le monde de la finance, j'ai appris énormément de choses. Ma première question est toute simple. Qui sont ces fonds d'investissement qui ont tissé leur toile depuis plusieurs décennies au cœur de l'économie mondiale? Alors, on ne parle pas forcément que des fonds d'investissement dont on connaît. On parle de domaines très très différents et c'est ce qui est assez fascinant. Ça va du foot aux maisons de retraite, à l'immobilier, etc., etc. Rappelle-nous, et c'est le sens de ma première question, ils gèrent combien à peu près dans le monde? 4 500 milliards de dollars d'actifs en 2020? 4 500 milliards de dollars d'actifs. Alors les actifs, c'est tout ce qu'ils possèdent. Donc ça peut être des entreprises, ça peut être des clubs de football, ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des réseaux de distribution d'eau, ça peut être de l'immobilier. C'est tout ce qui s'achète et qui se vend. Alors tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'un fonds d'investissement. Pour vraiment repartir de la base, un fonds d'investissement, c'est une structure que vous créez quand vous voulez gagner beaucoup d'argent avec l'argent des autres. Pour résumer vraiment à sa plus simple expression, c'est ça. Donc vous créez un fonds d'investissement, vous allez chercher de l'argent auprès de ceux qui en ont. Donc ça va être des grandes fortunes, des riches particuliers, beaucoup de compagnies d'assurance, de banques. Et ensuite, donc vous captez cet argent, vous allez l'investir pendant 5-6 ans dans des entreprises notamment. Donc vous achetez des actions d'entreprise. Et au bout de 5-6 ans en moyenne, vous allez revendre ces actions en espérant réaliser une belle plus-value, c'est-à-dire en les revendant beaucoup plus cher que vous ne les avez achetées. Sur les plus-values dégagées, vous redistribuez 80% aux clients et vous gardez 20% dans votre poche. Et donc c'est un sport qui peut rapporter très très gros parce qu'on parle de milliards de dollars de plus-value. Voilà. Et l'idée en fait du livre, ça part d'un questionnement assez simple. On entend beaucoup dire que la finance a pris le contrôle, la finance dirige le monde, ce qui est en bonne partie exact. Et l'idée du livre, c'est d'essayer de comprendre comment s'opère cette prise de pouvoir. Et je pense que les fonds d'investissement, c'est vraiment un objet d'étude assez passionnant parce que ça permet de comprendre finalement comment la finance soumet le monde, soumet l'économie et le monde en général à ses logiques. Ces gens détiennent, je vous le redis parce qu'il faut bien intégrer la chose, parce que parfois les chiffres, c'est à la fois obscur et bizarre à capter. 4 500 milliards de dollars d'actifs. Ouais, donc ça, c'est des chiffres, ça a dû même augmenter d'ailleurs depuis la sortie 2020 à peu près. C'est 2 fois le PIB français. Voilà, c'est ce que je voulais qu'ils disent, c'est 2 fois le PIB français. Ces gens-là, ils sont complètement invisibles en vérité. Ouais. Parce que quand on parle de la haute finance, singulièrement dans l'humanité, c'est-à-dire à peu près tous les jours, on n'est pas assez précis parfois d'une certaine manière. Qui sont ces gens? Et est-ce que ce sont vraiment des influenceurs qui, influencent sur l'état du capitalisme mondial? Ouais. Alors effectivement, c'est une bonne question. En fait, le livre, c'est une forme de réponse modeste à la déclaration de François Hollande. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un fameux discours qu'il avait prononcé à l'époque où il bréguait la présidence de la République. Et il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance, et c'est un ennemi qui n'a pas de visage ». Donc le but de ce livre, c'est une réponse très modeste à François Hollande en lui montrant que si, la finance, elle a un visage. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Alors c'est effectivement des gens qui aiment rester dans l'ombre. Moi j'ai recensé en France une demi-douzaine de millionnaires qui ont gagné vraiment des fortunes grâce à ce qu'on appelle le private equity en anglais, parce que la finance raffole des anglicismes. Ça veut dire en gros les fonds d'investissement, le secteur des fonds d'investissement. Mais c'est des gens dont le nom ne dit absolument rien au grand public. Si je te parle de Walter Butler, d'Antoine Flammarion, voilà, c'est des gens que personne ne connaît, mais qui pourtant ont un positionnement assez central dans le capitalisme. Déjà parce qu'ils ont un pouvoir économique absolument considérable, effectivement les 4 500 milliards d'actifs, et en plus parce qu'ils ont des connexions très importantes avec le monde politique. C'est des gens qui vont exercer une activité de lobbyisme très puissante. C'est des gens, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que en fait la collusion entre le pouvoir politique et les fonds d'investissement, elle se fait par plusieurs canaux. Mais l'un des canaux privilégiés, en fait, c'est que les fonds d'investissement sont des points de chute privilégiés des responsables politiques quand ils veulent se recycler après leur première carrière. Typiquement, François Fillon, quand il a dû quitter la politique plus tôt que ce qu'il avait prévu, il cherchait un point de chute, c'était après l'affaire Pénélope, et il a reçu l'asile d'un fonds d'investissement français qui s'appelle Tikeo Capital, que personne ne connaît, mais qui est un des plus grands fonds français. Et donc, ils lui ont proposé un strapontin en le payant au moins 300 000 € par an
C'est les chiffres qui circulaient à l'époque, je pense que c'est encore plus important. Et donc en fait, c'est un peu un marché gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les fonds d'investissement récupèrent des responsables politiques qui viennent avec leur carnet d'adresses, parce que c'est des gens qui ont énormément de contacts, qui parlent d'égal à égal, dans le cas de François Fillon, avec des ministres de l'économie à Singapour, etc. Et pour les responsables politiques, évidemment, c'est très intéressant parce que c'est très très bien payé, qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. On imagine que François Fillon, quand il était chez Tikeo, c'est pas quelqu'un qui allait éplucher des comptes d'entreprise, bâtir des business plans. Lui, tout ce qui venait, c'était, il arrivait avec sa gueule et son agenda, quoi, grosso modo. Donc c'est vraiment un marché gagnant-gagnant. Alors en France, ça se pratique. Aux États-Unis, l'échelle est industrielle. Et là-bas, vous avez beaucoup d'anciens présidents de la République, quelqu'un comme Bill Clinton, par exemple, qui a fait fortune à la fin de sa carrière politique en étant embauché très grassement dans des fonds d'investissement. Ce qui pose plein de problèmes. Ça pose un problème déjà parce qu'en gros, pour ces gens-là, on a l'impression que la carrière politique, finalement, c'est un moment dans leur vie qui leur permet de gagner de l'influence qu'ils monnayeront par la suite dans le privé. Et ça pose évidemment des problèmes de conflit d'intérêts très importants. Bon, après, c'est la marche du capitalisme qui Mais ces gens qui sont d'une certaine manière volontairement maintenus dans l'ombre, est-ce qu'ils ressemblent aux actionnaires qui cachetonnent dans les grandes entreprises du CAC 40, par exemple? Ouais. Bah, ce qui est effectivement intéressant, c'est que en fait, le capital, enfin les fonds d'investissement, cette activité-là a créé une espèce de nouvelle élite financière. Une nouvelle élite financière qui est parfaitement intégrée au reste de l'oligarchie. Déjà parce que c'est des gens qui viennent des mêmes milieux, qui ont fait les mêmes écoles. En France, ils ont fait Polytechnique, des écoles de commerce. Aux États-Unis, ils ont fait Harvard, ce genre d'école-là. Donc c'est des gens qui gravitent toujours dans les mêmes milieux et qui défendent au final à peu près les mêmes intérêts. Et ce qui est très intéressant quand on étudie les conseils de surveillance, notamment des fonds d'investissement français, des grands fonds d'investissement, c'est qu'on va retrouver d'anciens hauts fonctionnaires, des gens qui sont passés par Bercy, donc ils sont très proches du pouvoir. On va retrouver des banquiers d'affaires, on va retrouver des rejetons de la grande bourgeoisie française, il y a des aristocrates qui raffolent de ce type de poste. Et donc, oui, effectivement, pour répondre à ta question, oui, tout ça, c'est des milieux qui s'interpénètrent en permanence. Donc c'est effectivement toujours un peu les mêmes personnes. La différence, effectivement, de cet univers du capital investissement, c'est que c'est des gens qui restent beaucoup dans l'ombre. Personne ne les connaît, en général, en France en tout cas. Tu parles donc d'une sorte de tyrannie du cash. Ouais. Mais j'ai une question un peu rentrée, en fait. Ces gens, ils sont productifs, enfin, je veux dire, ils servent à l'appareil productif mondial, ou en France, ou ailleurs? Alors c'est la meilleure question selon moi, parce que en fait, les promoteurs de cette activité, les fonds d'investissement eux-mêmes, passent leur temps à expliquer que, bon certes, ils ont des méthodes qui ne sont pas très jolies, ils vont licencier 300-400 personnes, mais in fine, ça profite à l'économie. C'est d'ailleurs ce que dit, alors cette expression de tyrannie du cash, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un ancien grand patron français comme les aime la presse économique, quelqu'un qui s'appelait Noël Goutard, qui est mort maintenant, et qui s'est reconverti dans les fonds d'investissement. Et lui, ce qu'il disait, je le cite dans le livre, c'est que les gérants de fonds d'investissement, leur boulot, c'est d'imposer une tyrannie du cash aux entreprises qui rachètent. C'est-à-dire il faut que les entreprises soient productives, qui crachent du cash, de l'argent. Et bien sûr, ça peut avoir des effets délétères, il peut y avoir des salariés qui perdent leurs emplois, mais c'est pas grave, explique Noël Goutard, parce qu'à la fin, ça fait de la croissance, ça crée des emplois, donc des recettes fiscales pour l'État, etc. Et le sens du livre, c'est d'essayer de démonter cette analyse qui est un peu commode, qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Il y a des études, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des économistes en France et aux États-Unis pour voir un peu concrètement qu'est-ce que ça rapporte. Moi, j'ai discuté avec un des meilleurs spécialistes en France du sujet qui m'a dit de toi à moi, ça rapporte rien en fait. C'est une activité qui n'est vraiment pas très productive. Déjà parce que quand il y a des emplois qui sont créés, c'est uniquement de la croissance externe. C'est-à-dire une entreprise va grossir et en racheter d'autres. Donc par définition, à la fin, il y a plus d'emplois, mais ce n'est pas vraiment des emplois créés, c'est juste des emplois qui ont fusionné. Et ensuite, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la technique de prédation préférée des fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle le LBO. Donc c'est le rachat par endettement en bon français. Ça consiste en gros à racheter une entreprise avec de l'argent que vous ne possédez pas. Donc vous allez emprunter de l'argent à une banque, ça peut être des sommes très très importantes, ça peut se chiffrer en milliards d'euros. Et derrière, en fait, le principe c'est que l'entreprise que vous rachetez, et donc en fait les travailleurs de cette entreprise, vont dégager de la valeur qui va servir à rembourser l'emprunt qui a été consenti. Et donc c'est une mécanique extrêmement perverse, parce que ça veut dire que les entreprises doivent dégager toujours plus de cash tous les ans pour rembourser le LBO. Donc l'économiste dont je parlais, qui s'appelle Nicolas Bédu, qui est vraiment un des meilleurs spécialistes du sujet, il a fait une étude avec un collègue à lui, sociologue. Il a pris 2 échantillons d'entreprises françaises. Un premier échantillon, c'est des entreprises qui avaient subi un LBO pendant une période assez longue.
L'autre échantillon, c'est des entreprises de taille et de caractéristiques comparables qui n'avaient pas subi de LBO. Et donc ils ont regardé les chiffres et à l'arrivée, une entreprise rachetée par un LBO a 2,5 fois plus de chances de faire faillite qu'une entreprise qui n'est pas sous LBO. Donc à l'arrivée, c'est une activité qui produit quelque chose dans la mesure où ça enrichit une caste d'individus. Ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. À chaque fois qu'ils font des plus-values, c'est considérable. Voilà. Mais par contre, en termes d'emploi, c'est très faible parce que ça détruit beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc à l'arrivée, ouais. Ce que tu décris dans le livre est assez fascinant. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais ça ressemble à des bulles. Quand on parle des bulles financières, on pense immédiatement, on pense au mot crack, que tout cela pourrait s'effondrer du jour au lendemain, parce que c'est tellement invraisemblable comme mécanisme. Ouais. Mais effectivement, le terme de bulle est assez juste. Il y a une bulle du LBO qui s'est créée dans le monde. Ça s'est fait à la faveur des politiques des grandes banques centrales, tu sais, qui depuis la crise financière de 2008 ont injecté des milliards de dollars dans le système économique. Ça a eu plein de conséquences. En fait, l'une des grosses conséquences, c'est que ça a fait baisser les taux d'intérêt. Pour faire au plus simple, en gros, ça a permis à des actionnaires d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent, à des banques d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent, dont elles ne savaient absolument pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont placé cet argent dans un secteur qui rapportait beaucoup, à savoir le secteur du capital investissement, des fonds d'investissement. Parce qu'il faut savoir que le taux de rendement des fonds d'investissement, c'est 20% par an. C'est absolument considérable. Le livret A, c'est 2% aujourd'hui, donc c'est 10 fois plus que ça. Quoi qu'il fasse d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire. Quoi qu'il fasse, en fait, c'est des gens... J'ai posé la question à un économiste, un type qui est à Oxford, qui connaît vraiment très très bien ce milieu-là. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à dégager autant d'argent? Il m'a dit, c'est simple, ils ne pensent qu'à ça. C'est des gens, quand ils se rasent le matin, leur unique boussole, c'est savoir comment faire cracher plus de cash aux boîtes qu'ils rachètent. Et donc, depuis 20, 30 ans qu'ils pratiquent ce sport, il y a une bulle considérable qui s'est créée, alimentée donc, par les politiques extrêmement laxistes des banques centrales. La question, c'est est-ce qu'un jour, cette bulle va éclater? Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que cette bulle allait éclater à la faveur, entre guillemets, de la pandémie. Ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faillite en chaîne dans le monde, de faillite d'entreprise sous LBO, même s'il y a beaucoup d'économistes qui le redoutaient. Et en fait, pourquoi? C'est parce que, comme d'habitude, à chaque fois que le capitalisme va mal, c'est l'État, c'est la sphère publique qui vole à son secours. Et donc, les banques centrales et les États ont déboursé des milliards et des milliards d'euros. C'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Et donc, depuis le début de la pandémie, depuis 2020, ça a permis de maintenir un peu sous respirateur artificiel plein d'entreprises qui aujourd'hui sont au bord de la faillite. Ou en 2008 aussi. Exactement, mais qui continuent malgré tout à exister grâce à ces tombereaux d'argent public. Donc la question, effectivement, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Est-ce que la bulle va éclater? Moi, je ne peux pas répondre vraiment à cette question, mais le problème, c'est que toute bulle, à un moment, finit soit par éclater, soit par se dégonfler, en tout cas. Ma dernière question, franchement, lisez ce livre, hein, c'est absolument fascinant pour comprendre ce qui se cache derrière le monde de la finance. Ma dernière question, elle n'est pas tellement à l'enquêteur, au journaliste et à l'économiste que tu es aussi, évidemment. Modestement. Évidemment, tout ce que tu décris, c'est à l'échelle du monde, donc c'est très compliqué. On est dans un moment de mondialisation, comme on dit. Moi, je préfère globalisation financière, mais peu importe, on s'en fout des termes. Ouais. Où sont les politiques dans tout ce bordel? C'est effectivement une très bonne question. Le gros problème de ce sujet-là, c'est que la financiarisation de l'économie, je trouve que c'est pas vraiment un sujet... c'est pas complètement vrai. Lors de la dernière présidentielle, par exemple, c'est un sujet qui a été abordé, mais toujours par les mêmes. Ça va être évidemment par le PCF, évidemment par la France Insoumise, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle très très peu. Alors que pourtant, sur le terrain, il se passe beaucoup de choses. Il y a des syndicats qui résistent. Je pense que la première chose à faire pour essayer de lutter contre le pouvoir de la finance, c'est de soutenir les gens qui se battent sur le terrain contre ces vautours. Donc il y a des syndicats dans les boîtes qui font un boulot absolument considérable. Dans d'autres pays, il y a eu pas mal de mobilisations, notamment de locataires, notamment en Espagne, parce que les fonds d'investissement rachètent aussi des immeubles. Et une fois qu'ils ont racheté les immeubles, ils font exploser les prix de l'immobilier, enfin les prix des logements. Ils expulsent aussi les locataires. Donc il y a eu pas mal de luttes sociales en Europe, en Espagne là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un débat public qu'il faut créer, un débat politique qu'il faut créer. Je pensais que ce serait le cas à la faveur de la présidentielle. Je vous avoue que j'étais un peu déçu parce qu'on a plus parlé d'Éric Zemmour et de toutes les conneries sur l'immigration, etc. C'est assez fréquent. Et c'est vrai que ce débat de la financiarisation de l'économie, qui est pourtant un débat absolument central, aujourd'hui, je pense qu'il faut le créer quelque part. Juste un truc, parce que en t'écoutant, je me dis que, en effet, sans les puissances publiques, sans les États, sans les politiques au sens large du terme, sans doute faudrait-il inventer une nouvelle instance que l'ONU, d'ailleurs, pour contrer le monde de la finance. Ouais, on a l'impression que le capitalisme est d'une telle plasticité
Enfin, je veux dire, ici à la fête de l'UMA, depuis que la fête de l'UMA existe, on n'arrête pas d'annoncer la fin du capitalisme à venir. Oui, mais enfin, ce qu'on s'aperçoit, et l'économiste que tu es, et toi qui as mis les prises dans la finance pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, on a l'impression qu'ils savent s'adapter à tout, quand même. Ça fout un peu les jetons, non? Bah, ils s'adaptent à tout, ils s'adaptent à toutes les crises. En fait, ils se nourrissent des crises. Les fonds de capital investissement, les fonds d'investissement, tout le monde pensait qu'ils seraient rincés par la pandémie. En fait, pas du tout. Ils ont jamais... En fait, quelque part, ça a été une période extrêmement profitable pour eux. Parce que leur boulot, c'est d'acheter des boîtes quand elles valent rien et de les revendre plus cher. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'une crise pour faire baisser la valeur des boîtes. Donc, ils ont vraiment fait leur beurre dans la coulisse pendant la pandémie en rachetant beaucoup d'entreprises qui valaient très peu cher. Donc, l'idée, comme d'habitude, ça va être de les restructurer et de les revendre. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en tant que citoyen, même en tant que journaliste engagé, on a un peu l'impression d'être face à un mur. Mais il y a quand même des gens qui bossent sur ces sujets. Il y a des sociologues, il y a des responsables politiques à gauche. Il faut bien dire qu'ils sont surtout à gauche. Qui réfléchissent beaucoup, et il y a plein de choses absolument passionnantes qui se créent. En fait, l'idée, c'est qu'il faudrait que ces sujets-là, je pense, rencontrent un écho un peu plus large. Donc, c'est ce qu'essaye de faire ce livre de façon très modeste. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? On a le temps si c'est nécessaire, ou pas. C'est comme vous voulez. Non? Et ben voilà, c'est parfait. Si, ah oui, j'arrive. Je cours, je vole. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous auriez des idées de moyens politiques qui pourraient être mis en place en admettant qu'un gouvernement se fasse les dents sur ce sujet-là, qui permettrait de mettre fin à cette politique ultra-libéraliste? Ouais. Alors c'est une bonne question. Heureusement, il y a quelques réponses. Quand on discute avec des responsables politiques, et des sociologues d'ailleurs, parce qu'il y a des sociologues très engagés qui réfléchissent là-dessus, il y a des choses à faire. Alors après, c'est des choses techniques, évidemment. La première chose à faire, ce serait d'encadrer, voire de supprimer les LBO, donc ces rachats par endettement qui provoquent tous les dégâts qu'on a évoqués. C'est pas très compliqué en fait. Le LBO, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est quelque chose qui a été, qui est entré dans le droit français en 1984, donc en plein tournant de la rigueur mitterrandien, à l'époque où toutes les élites, enfin une partie des élites politiques et économiques françaises se convertissaient au marché triomphant. Et donc, il y a une loi en 84 qui a été votée qui autorisait les gens à racheter des boîtes par LBO. Donc ça, ce qui a été créé, on pourrait tout à fait le supprimer ou à tout le moins encadrer les LBO pour essayer de faire en sorte que ce soit moins intéressant pour eux. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, tous les contribuables, tout le monde dans la salle, en fait, finance les LBO sans le savoir. Pourquoi? Parce que les LBO, c'est un dispositif qui ouvre droit à des niches fiscales. Ça veut dire qu'une entreprise qui en rachète, enfin un fonds d'investissement qui fait un LBO, va pouvoir déduire de ses impôts une partie des frais générés par le LBO. Donc en fait, tous autant qu'on est, sans le savoir, on contribue en fait à alimenter cette machine. Donc politiquement, il y a des choses assez simples qu'il faudrait faire, c'est donc de dégonfler la bulle et donc d'encadrer, voire de supprimer les LBO. Et ensuite, l'autre chose à faire, ça pour le coup, le PCF et la CGT réfléchissent là-dessus depuis des années, c'est financer l'économie autrement. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'argument massue de ces fonds d'investissement, c'est de dire on finance l'économie aujourd'hui. Ce qui n'est pas complètement faux. Ils injectent beaucoup d'argent qui, quelque part, sert à faire tourner l'économie. Alors ça la fait dysfonctionner, mais c'est quand même de l'argent qui existe. Donc il y a une solution qui n'est pas si compliquée que ça à mettre en œuvre, c'est de créer un pôle public bancaire, alors dont les contours restent à définir. Tout le monde à gauche est à peu près sur cette idée-là, que ce soit la CGT, le PCF, la France Insoumise. En gros, l'idée, ce serait que au lieu de laisser l'argent, ou de laisser la finance aux mains des banques, il faudrait que ce soit aux citoyens, au sens large du terme, de se l'approprier. Donc on crée non pas une espèce de ghost bank à la soviétique, mais quelque chose de beaucoup plus démocratique, horizontal, participatif entre guillemets, même si j'aime pas le terme, qui permettrait de financer l'économie autrement, mais sur des logiques beaucoup plus de long terme, quoi, plutôt que de laisser en fonds d'investissement les clés du camion. Encore une question? Merci pour votre présentation. Moi, je suis bisounours et effectivement, je vais rebondir là-dessus. Je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une taxe, c'est-à-dire ne pas supprimer ces boîtes, parce que ça va être très difficile à les supprimer. Mais une taxe taxer, oui, mais alors justement, il faudrait une banque, comme vous dites, ça revienne au public, quoi. Et donc, c'est un peu ce que vous avez plus ou moins dit. Oui. Les taxer sur tout ce qu'ils font comme échange et rachats, etc. Non, mais ça pourrait tout à fait être envisagé, mais il faudrait taxer à la fois les rachats et il faudrait taxer en fait les gérants de fonds d'investissement eux-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose d'assez pervers, c'est que les gérants de fonds d'investissement, depuis 20-30 ans, ils ont des connexions extrêmement étroites avec la sphère politique et donc ils ont réussi à faire adopter, à changer en fait le code fiscal en France, aux États-Unis, en Angleterre, pour permettre que leur rémunération, quelque part, échappe à l'impôt. C'est-à-dire que le gros de la rémunération de ces dirigeants de fonds, ils se gavent en fait à chaque fois qu'ils vendent des entreprises. Il y a une partie de la plus-value, en fait 20% exactement, qui va directement dans les poches des gérants de fonds d'investissement.
Et grâce au changement de loi, en fait, cet argent-là est considéré comme du capital et pas comme du travail. En gros, ça leur permet de payer 2 fois moins d'impôts que vous et moi. Donc il y aurait quelque chose de très très simple à faire, ce serait que l'argent des gérants de fonds d'investissement soit taxé comme l'argent de monsieur tout le monde finalement. Donc il y a beaucoup de leviers fiscaux qu'on pourrait actionner en effet. Ouais. Encore une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Bonjour. Moi j'ai une question niveau médiatique. Vous en avez un petit peu parlé, mais il y a beaucoup de médias économiques de gauche, enfin, je pense à Alternative économique par exemple. Mais pourquoi de tout ça on n'en entend pas parler en fait? Enfin, pourquoi il n'y a pas de déconstruction? Enfin, il y en a, mais enfin, pourquoi il n'y a pas de déconstruction de justement ces méthodes des fonds d'investissement? C'est une très grande question. Le problème, c'est que pour y répondre, il faudrait décortiquer vraiment la façon dont fonctionne la machine médiatique. Mais je pense que tout le monde ici, on est parfaitement conscient. Nous, à l'UMA, on essaie de faire le boulot. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est ce que Jette disait tout à l'heure. J'ai l'impression que certains médias commencent à en parler. Je me souviens d'avoir vu, je crois que c'était un Cash Investigation, l'émission de France 2, qui parlait un peu des fonds de LBO. Alors, il y aurait des choses à redire évidemment, mais il y a eu quelque chose. Mais je pense que le boulot reste entier. Après, ça paraît assez logique que dans la mesure où la plupart des grands médias sont détenus par des grands capitalistes, des gens qui peuvent placer leur argent d'ailleurs dans ce secteur-là, bon, sans jouer les complotistes, bien évidemment qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts permanent entre les gens qui détiennent les médias et le pouvoir de l'argent, quoi. Donc la question que vous posez, en fait, elle appelle des réponses beaucoup plus larges, mais ce serait de financer les médias autrement, etc. etc. Puis c'est aussi un sujet assez technique hein, quand même entre nous. Hein. Le vulgariser n'est pas si simple. C'est vrai que c'est pas immédiatement sexy, on va dire. Mais bon, l'idée du bouquin, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de présenter ça de façon un peu pédagogique et claire, quoi. Je crois que vous êtes convaincus. Voilà. Alors lisez L'Empire du Cash aux éditions de l'Atelier. Merci Cyprien Boganda. Merci beaucoup à toi, merci à vous. On est fiers à l'humanité d'avoir un journaliste capable d'écrire un livre comme celui-là. Franchement, faites-moi confiance. Le livre est en vente là-bas. Tu vas rester un petit moment pour signer si tu es d'accord, évidemment. Découvrez ce livre parce que ça va dans les coulisses d'une manière assez éblouissante. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, merci infiniment. On se retrouve dans 5-10 minutes pour un débat sur la guerre d'Espagne. On va parler beaucoup des brigadistes parce que cette année, aux Amis de l'Humain, on est en partenariat avec l'ACER et une brigade de reconstitution de la guerre d'Espagne. Ils sont même en tenue, vous allez voir. Et on sera avec Claire Roll-Tanguy, la fille d'E, qui est la secrétaire générale de l'ACER, Joël Ruiz, qui est auteur, fils d'engagés républicains brigadistes, et d'Édouard Sille, l'historien. Voilà. D'ailleurs, il y a une exposition hein, sur la guerre d'Espagne là-bas. Il y a même des armes entreposées, etc. Et une mitrailleuse. On en reparlera tout à l'heure plus tard sous le chapiteau là-bas. On se retrouve dans 5-10 minutes. Merci encore, Cyprien. Tu es ici chez toi.